Ma cave avait tant de recoins, tant de ramifications, que j'avais dû renoncer à les dénombrer. De partout suintait une haleine humide. Le crapaud, la demeure du crapaud. Là moisissait ma vie. Seul un soupirail me renseignait sur le rythme des jours. Lorsqu'il s'obscurcissait lentement, je me disais « voici le soir » et pouvais m'abandonner au désespoir sans recours des ténèbres. Alors commençait en sourdine une foire de larves, un grouillement épais, les mille marchandages d'un sabbat invisible. Mais cette touffe grisâtre que je voyais éclore de l'ombre et, peu à peu, s'épanouir lumineuse à mon soupirail, je savais que c'était l'aube. L'aube, avec quel ras sérénement j'en contemplais chaque fois le retour. Et tout le jour mes regards buvaient cette lumière malade. Un noyau de cerise, jeté par quelques passants, ayant pris racine entre les barreaux, ces tendres tigelles vertes étaient devenues l'unique raison de ma vie. Je les regardais au cours des saisons monter patiemment vers la clarté fade de la rue, comme moi suspendu à cette source. J'avais fini par percevoir leurs mouvements, tant la rareté et la lenteur de mes impressions en augmentaient l'acuité. Lorsqu'elles eurent atteint quelques centimètres, au bout de combien de mois, d'années peut-être, un enfant qui faisait ses premiers pas sur le trottoir, apercevant cette chose inconnue, glissa ses petits doigts jusqu'à elle et l'arracha. Nul monstre déracinant mon cœur ne m'eût causé plus de mal. Peu de temps après d'ailleurs, des gens vinrent boucher le soupirail. La nuit était à présent mon unique domaine. Si je ne parvins jamais à en délimiter les bornes, je réussis à en mesurer l'écoulement grâce à un bruit revenant à intervalles réguliers, au milieu de l'intarissable chuchotement des ténèbres, comme un coup de gong sourd. Désormais ce bruit, qui n'était sans doute que celui d'une goutte tombant sur le sol mou, devint, comme autrefois la plante du soupirail, le mobile de mon existence. Je guettais sa venue avec la même patience que j'attendais jadis celle de l'aube. Mais je connaissais alors la durée de mon attente, tandis que ce bruit, maintenant mon seul repère, combien d'années, de siècles peut-être, en marquait le retour. J'étais debout sur le pont d'un grand navire. Auprès de moi se tenait un homme dont je ne voyais pas le visage. La vitesse qui nous emportait avait quelque chose du prodige. Je criais à cet homme « Arrêtez ! Mais arrêtez donc !» Et j'entendais sa voix me répondre « Vous êtes le seul maître à bord. » À ces mots qui me consternaient, notre navire accroissait encore sa force de propulsion et je jetais de tous côtés des regards égarés. Comment s'achèverait cette course vertigineuse ? La quille glissant comme une torpille effleurait seulement la surface et j'avais l'impression que le moindre mouvement nous ferait chavirer. À un certain moment, mes yeux errant sur les vagues, je vis qu'à leur sommet émergeaient des têtes humaines. L'immense étendue liquide était composée de millions de visages montant et descendant à l'infini. Alors avec terreur, je songeais à ceux que devait fracasser et engloutir notre course aveugle. Mais avec non moins de terreur, je comprenais aussi que tout arrêt, le moindre ralentissement même, rompant l'équilibre qui nous portait, nous précipiterait parmi ces grappes de tête au corps immergé. « Arrêtez, mais arrêtez donc !» criait à son tour ironiquement la voix. Et les yeux fixés au loin pour ne pas voir l'écueil où fatalement nous finirions par nous briser, je m'entendais répondre en écho à cette ombre. « Je suis le seul maître à bord. » Il y avait un pont à traverser. Au-delà était l'autre rive, cachée par l'épais brouillard montant du fleuve. Sur cet écran laiteux se profilaient deux hautes sentinelles immobiles, comme vêtues elles-mêmes d'une capote de brume. L'idée d'affronter ces deux gardes, qui se feraient peut-être menaçants à mon approche, entre lesquels de toute façon je ne pouvais échapper à un interrogatoire, me tenait arrêté, suant d'angoisse. « D'où venez-vous » me dirait l'un. Comme si cette question avait réellement retenti à mes oreilles, je me retournai. Derrière moi, il y avait tant de chemins parcourus, de pays et de villes, que je ne pouvais en quelques mots les dépeindre. D'où je venais ? De l'été de la vie, des prairies chaudes où s'élancent les corps dans l'étirement des membres heureux. Est-il vrai que tout avait fui sous cette apparente immobilité ? Est-il vrai que nous passons ? Soudainement, on se retrouve à l'orée d'une plaine glacée que va dévorer l'ombre, emmurée dans le brouillard, devant deux gardes menaçants. D'où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Et maintenant, il y avait ce pont à traverser, ce seul pont jeté sur le fleuve pour atteindre une rive invisible. Qu'allez-vous faire au-delà ? Dirait l'autre voix plus terrible encore, car ce pont est une frontière et cette autre rive un autre monde. Et pour passer de l'un à l'autre, je devais affronter les deux sentinelles qui se confondaient de plus en plus avec le brouillard et la nuit. D'où je venais, je le savais. Mais ce que je voulais au-delà, comment le dire ? Ainsi, soliloquant, j'approchais de l'entrée du pont et me trouvais bientôt à 2 pas des gardes dont la silhouette grandissante et la complète immobilité
commençait à me rassurer. N'était-ce pas de simples statues de pierre? Comment j'avais eu tort de m'effrayer, et plus grand tort encore sans doute de tant me soucier à propos de l'autre rive. Tandis que j'avançais d'un pas allègre, sous l'effet de ce nouveau courage, la brume tout à coup se dissipa pour faire place à la nuit étincelante, et, dès que j'eus traversé le pont, les fantômes vinrent à ma rencontre.